Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Léon Marchand, impérial au pays du soleil levant. Léon Marchand explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, l'avion. Le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. Il est 23h passé d'une minute sur Radio Campus Lille et vous êtes en train d'écouter une nouvelle émission du Campus Sport Club, l'émission qui parlera sport jusque minuit comme tous les mardis soirs. Je ne suis jamais bien seul, toujours dans un Campus Sport Club, c'est un sport d'équipe, la radio. Et pour m'accompagner ce soir, deux passeurs de renom, Mathis, déjà à ma gauche, comment tu vas ? Ça va très bien, toi, Adrien? Ça va très très bien. Ton micro est bel et bien allumé, tu vois. J'ai pu déjouer les petits problèmes techniques de la radio. Et face à toi, Maxime Paulin, comment tu vas, toi? Bah très bien. Écoute, c'est parti pour une bonne heure en votre compagnie. Tu as passé un bon samedi soir? Ouais, un bon samedi soir, un bon dimanche aussi. Ouais, tout va bien. Oui, pour ton équipe. Bon, carton plein. Voilà, je peux confirmer qu'on en a entendu beaucoup parler. Hein. Ouais. C'est-à-dire un petit mot là-dessus, peut-être une anecdote croustillante, Mathis, pour démarrer l'émission. Maxime adore parler d'Arsenal, donc forcément après un 6-0, ça y va. Un 6-0 à l'extérieur, ça arrive pas tous les 4 matins. Ouais, surtout en première ligue. Ouais, surtout. Puis en plus l'adversaire était. C'était pas le plus facile, West Ham. Non. Mais bon, je n'en parlerai pas dans les résultats pour démarrer cette émission comme d'habitude, juste après ce petit jingle. Les scores, les performances, les héros et héroïnes du week-end, tous réunis dans les résultats du CSC. Non, pas de première ligue, désolé mon Maxime, moi dans mes résultats du soir, puisqu'on va déjà démarrer avec le retour. C'était ce soir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. 2 matchs étaient au programme ce mardi soir. Copenhague, Manchester City d'abord, et puis Leipzig, Real Madrid, enfin qui est en fait en parallèle tout simplement. Manchester City qui s'est imposé pour ce match aller 3-1 sur la pelouse de Copenhague avec un grand KDB, Kevin De Bruyne, le Belge, buteur et double passeur décisif dans cette rencontre. Et de l'autre côté, du côté des Allemands, cette fois de Leipzig, victoire 1-0 du Real Madrid à l'extérieur, donc 2 victoires à l'extérieur de 2 certainement quand même favoris de cette nouvelle édition de Ligue des Champions. 2 résultats donc positifs pour ces cadors. Est-ce que de toute façon pour vous ces scores étaient un peu en avant-match, en tout cas pour vous paraissent cohérents avec la forme des équipes et peut-être si vous avez pu regarder les 2 rencontres ou l'une des 2 rencontres, un mot à dire là-dessus? Bah en avant-match, je voyais les scénarios un peu comme ça. Je voyais City gagner de au moins 2 buts d'avance parce qu'il me paraissait tellement supérieur, surtout que Copenhague a pas joué un match officiel depuis leur dernier match contre Galatasaray. Ouais, je sais pas si t'avais suivi, mais le championnat norvégien, il s'arrête, c'est pas norvégien, c'est danois, mais il s'arrête en décembre en fait, et là ils jouaient une compétition bizarre, et ils avaient pas joué de match officiel depuis Galatasaray. Donc ouais, forcément arriver et jouer City d'un coup, bah voilà. Il y a que 1-1 à la pause, je me dis putain, ils peuvent peut-être créer un petit espoir et tout. Au final non. Et City et Real, le Real, je les voyais gagner de 1 but là-bas et arriver serein à Bernabeu, et le but de Brahim Diaz est juste fou. Mais ouais. Après c'était compliqué hein. Leipzig ils ont pas Il y a moi pour avoir suivi surtout le match du Real Madrid, oui, ce but en solo, en solitaire de Brahim Diaz, bon ça aurait été lui, Vinicius ou Rodrigo, je pense que le but aurait été à peu près sur cette même direction-là, de 3 petits dribbleurs en face, mais surtout le gardien ukrainien Andrei Lunin, dans les buts madrilènes qui a fait presque 10 arrêts. J'ai pas regardé sur les derniers instants si on lui a comptabilisé, mais 10 arrêts sur une soirée Ligue des Champions, on est proche des records, notamment celui de Keylor Navas qu'il avait établi contre le Barcelone.
C'était, je crois, sur le match retour après le triplé d'Mbappé. Ouais. 4-0, 1-1. Ouais, le 1-1, et sur ce 1, Navas avait dû en arrêter 10 parce que Paris ne jouait plus. Enfin, c'était, même si il en aurait pris 10, la remontada, on en aurait encore reparlé. Mais en tout cas, Manchester City qui a pu s'appuyer sur ses hommes forts. J'ai juste vu la sortie de Grealish en première période très tôt, à la 20e. Remplacé par Doku, donc c'est l'avantage de Manchester City, un de blessé, tout de suite compensé avec cet effectif-là. Bon, Mathis, t'as pas peur pour eux en tout cas. Bah non, c'est exactement comme vous avez dit. De toute façon, avec la profondeur de banc, un joueur très talentueux en remplace un autre. Après, forcément, Grealish est quand même un homme fort de cet effectif, mais bon, je me fais pas trop de soucis pour les hommes de Pep Guardiola. Je reviens un tout petit peu plus tôt dans le temps. Je poursuis toujours dans le football. Il y avait évidemment la fin de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 ou 2023. Je sais pas trop. C'est comme l'Euro. On sait pas si c'est 2020, 2021. On sait plus trop où les poser. Mais en tout cas, cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est terminée, qui est pour beaucoup, a priori, l'une des plus belles éditions de l'histoire. Elle s'est conclue dimanche avec la victoire à domicile du pays hôte, donc la Côte d'Ivoire. Victoire 2-1 en finale face au Nigeria pour soulever ainsi leur 3e Coupe d'Afrique des Nations après celle de 1992 et 2015. On se rappellera de ce petit Hervé Renard qui avait permis ce dernier sacre. De nouveau mené dans la compétition après l'ouverture du score du capitaine nigérian William Troost-Ekong à la 38e, les Ivoiriens ont renversé la situation en seconde période, grâce d'abord au but de Franck Kessié et ensuite du buteur du BVB Dortmund, Sébastien Haller à la 81e, tous deux servis par Simon Adingra. Sous les yeux de Didier Drogba et des 50 000 spectateurs hystériques, en tout cas la Côte d'Ivoire qui l'a finalement emporté, qui a même pris sa petite revanche pour la peine en phase de groupe, Nigeria qui les avait battus 1-0. C'est vrai que cette Côte d'Ivoire-là, déjà rescapée à plusieurs reprises avec des buts tardifs dans la compétition en phase finale pour rester, mais en phase de groupe, 3e, 2 défaites, dont un 4-0 face à la Guinée équatoriale. Je pense qu'à ce moment-là de la compétition, on mettait quasiment aucune pièce sur la Côte d'Ivoire. Bah ça se joue à rien qui finisse meilleur 3e, c'est il me semble le gardien de le gardien du Ghana qui touche le ballon pour faire sortir la balle en corner alors qu'il aurait pu la laisser avoir un 6 mètres. Au final le corner donne but pour les adversaires, ce qui fait passer l'équipe de la Côte d'Ivoire meilleur 3e qui ensuite leur permet donc d'obtenir les 8e de finale. Enfin c'est un scénario complètement fou. Même la suite des événements. Et après exactement. Et les buts à 121e, 120e plus 1, les trucs comme contre ça. Contre le Sénégal en 8e aussi. Le Sénégal, les pénaux, c'est incroyable. Et puis bah pour Sébastien Haller, quel plaisir franchement après son cancer des testicules, ça fait plaisir pour lui de le voir inscrire le but décisif pour son équipe. Franchement, il mérite. Ça fait plaisir de le voir soulever ce trophée. Et l'Afrique du Sud qui a pris la 3e place de la compétition, c'est un peu anecdotique, mais on le dit quand même, en tout cas aux dépens de la République démocratique du Congo pour ce match pour la 3e place. Et là encore, au bout de la séance des tirs au but, remporté 6-5 par les Sud-Africains. Encore un tout petit peu de football et après promis j'arrête, toujours sur ce week-end-là avec un peu sur les championnats européens, surtout la Ligue 1 et puis les 2 chocs que j'avais retenus aussi de ce week-end. Pour cette 21e journée du championnat français, les équipes à domicile n'ont pas eu la vie facile. Seuls Lens, Paris et Lorient ont gagné à la maison. D'abord samedi après-midi, les 100 et Or qui ont gagné 3-1 à Bollaert contre Strasbourg avec des buts d'Eli Wahi, enfin. On l'attendait celui-là, suivi par Pereira d'Acosta et Florian Sotoka en seconde période. En face, Strasbourg avait marqué à la 43e par Thomas Delaine. Ce petit succès-là qui a été suivi le soir même, samedi, par les Parisiens au Parc des Princes contre Lille, sur le même score, 3-1, avec l'ouverture du score, cette fois lilloise par Youssouf Yazidche à la 6e, réponse de Gonzalo Ramos à la 10e, un contre son camp à la 17e d'Alexandro, le défenseur lillois, et Kolo Muani qui vient faire ce break à la 80e. C'est assez sachant que Kylian Mbappé a passé toute la rencontre sur le banc, voir que Ramos et Kolo Muani, surtout Kolo Muani, marquent, peut-être de bon augure aussi par rapport à demain, qui sera l'échéance de cette semaine pour le Paris Saint-Germain. Ouais, une rencontre bien gérée de la part de Luis Enrique. Franchement, il a reposé ses cadres. Zaïre Emery est rentré pareil en deuxième mi-temps. Hakimi aussi, il me semble, était remplaçant. Marquinhos, lui, par contre, et Donnarumma aussi sur le banc. Ouais, et ils sont pas rentrés en jeu. Et malgré l'ouverture du score concédée très tôt, comme tu l'as dit, je les ai trouvés vraiment séduisants les Parisiens, au contraire de ces dernières rencontres où j'ai trouvé un peu moins dedans. Ils ont vraiment fait mal à Lille. D'habitude, le LOSC est quand même une équipe assez plaisante à voir jouer, qui a eu beaucoup de mal à mettre en place son jeu, notamment avec le beau pressing du PSG. Donc moi, j'étais plutôt satisfait
de ce match et peut-être pourquoi pas être de bon augure pour demain. Donc c'est avec cette fameuse échéance contre la Real Sociedad. Et dimanche, c'est Lorient qui a battu Reims, c'est troisième équipe dont je disais victoire à domicile, donc 2-0 grâce aux réalisations de Mohamed Bamba et Timéoué Bakayoko. Sur les autres rencontres à retenir du week-end, je vais parler entre autres du nul concédé par Marseille à domicile en ouverture de cette 21e journée contre Metz, 1 partout. Rennes s'est imposé sur la pelouse du Havre dimanche 1-0, imité quelques heures après par Lyon sur la pelouse de Montpellier 2-1. Là aussi bonne opération en tout cas de Lyon qui avec la victoire la semaine passée contre Marseille qui enchaîne, c'est une première cette saison. Et la dernière petite victoire à retenir aussi, c'était celle de Monaco en clôture dimanche soir sur la pelouse de Nice. Là aussi un beau match 2-3 en faveur donc des Monégasques. Qu'est-ce que vous retenez vous de ces autres matchs plutôt Lyon, plutôt Monaco Plutôt Lyon parce que Monaco ils sont, moi ça me choque pas que ces deux équipes, Nice et Monaco vont se tenir la grappe pour la deuxième place pendant toute la fin de saison, je pense. Et Lyon c'est mieux quand même parce que on sent que là c'est un nouveau souffle, ils reprennent une nouvelle dynamique. Ça marche très très bien. Pierre Sage depuis le mercato. Benrahma a fait un match intéressant. Voilà, Cherki revient à un bon niveau. Ça peut vraiment être intéressant l'OL en deuxième moitié de saison. Peut-être faire une remontada assez folle. Et peut-être aller titiller les dernières petites places européennes parce qu'on en aura beaucoup l'année prochaine. Moi j'avoue je retiens plutôt Monaco parce qu'après l'élimination en Coupe de France contre Rouen, ça avait fait un peu parler à 18h, un peu chahuté par les supporters. En tout cas, il y avait une victoire importante à aller chercher dans ce derby et ils l'ont fait avec la manière. Donc bon, certes, comme tu l'as dit Maxime, je suis aussi d'accord sur la remontée de l'OL, surtout après avoir été mené au score, il y a des points positifs, mais j'étais plutôt pareil conquis par la prestation de l'ASM. Et puis ça concerne pour les deux équipes du Sud la Ligue des Champions. Ces places, on parle vraiment des équipes qui sont derrière le Paris Saint-Germain et donc qui vont devoir jouer leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions en cette fin de saison. Je vais volontairement sauter le biathlon puisqu'on va pouvoir en reparler plus longuement dans l'émission plus tard pour le débat. Donc restez bien jusque les coups de 23h30 environ. Là, je vais parler un peu tennis dorénavant. C'est certainement l'un des plus beaux titres de sa carrière, de son propre aveu. En tout cas, le Messin Hugo Humbert, de retour comme numéro 1 français au classement ATP, a remporté son 5e titre dimanche à Marseille lors de l'Open 13 Provence. Il s'est défait pour cela en finale du Bulgare Grigor Dimitrov en 2-7, 6-4, 6-3. Tête de série numéro 4, le Français a débuté au deuxième tour contre Hugo Gaston, lui sorti des qualifications. Puis il a ensuite éliminé à tour de rôle les têtes de série 5 et 1 du tournoi en quart et demi, à savoir l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina et le Polonais 8e mondial Hubert Hurkacz, et terminé en beauté face à la tête de série numéro 2 et 13e mondial, donc le Bulgare. 5e titre en autant de finales pour le gaucher de 25 ans, 8e joueur de l'Air Open à réaliser ça. C'est vrai que Humbert, finale invaincu. Ouais. Incroyable. Après, c'est les 5 finales, faut relativiser. Il y a un ATP 500 à Halle en 2020 ou 2021, je crois. Ouais, après, 21, c'est 4 ATP 250. Donc, faut relativiser. C'est pas des énormes tournois, mais ça reste une performance assez dingue. Ne pas perdre en finale. Et surtout que, sur le tournoi, moi, j'ai regardé tous ces matchs. Il est solide. Et une solidité folle, incroyable. Davidovich Fokina, il en a fait qu'une bouchée. Hurkacz, qu'il avait sorti à Melbourne il y a 2 semaines avant, où il avait pas du tout existé. Oui, j'ai pas précisé, mais 2-7 à chaque fois. Ouais, contre... 2-7, voilà. 2-7, il l'a bouffé pendant tout le match. Il le break, mais genre sur les jeux de service où il le break, c'est ultra facile. Et Dimitrov, qui était ultra solide sur la semaine, il a rien pu faire. Tout passait, donc voilà. Là, il est à Rotterdam pour le ATP 500. Il joue demain. Voilà, on verra si ça peut lancer une bonne dynamique pour lui, tant mieux. Il a dit qu'il visait le top 10 en fin de saison. Ça paraît compliqué. Ouais. Il va falloir aller chercher beaucoup de points. En nombre de points, voilà. surtout, ouais. On va falloir aller chercher beaucoup de points, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. On peut rêver. Il fait un gros début de saison, donc moi j'y crois. Et pourquoi pas aller chercher un deuxième titre consécutif à Rotterdam cette semaine. On parle maintenant d'Ovalie avec un petit point sur les 6 nations. Après la lourde défaite, la plus lourde même défaite de l'Air Galtier lors de la première journée contre les Irlandais, les Français se sont repris bien que difficilement en Écosse. Le 15 de France a remporté son duel contre celui du Chardon samedi 20-16 et une victoire qui s'est dessinée surtout dans les dernières minutes sur un essai de Louis Bielbarré à la 69e, transformé par Thomas Ramos, et Thomas Ramos qui a rajouté une petite pénalité à la 76e pour les mettre plus ou moins à l'abri. Dans les autres matchs, l'Angleterre a également réussi sa remontada à domicile contre le Pays de Galles, menée 5-14 à la pause. Elle l'a finalement remporté 16-14. Et l'Irlande a déroulé chez elle face aux Italiens le lendemain, 36-0
pour le 15 du trèfle. Le nouveau succès avec le bonus qui lui permet de rester en tête avec 10 points sur 10 devant les Anglais, eux aussi à 2 victoires mais sans bonus avec 8 points. L'Écosse suit à 5 points avec 1 de plus que les Français. Et le Pays de Galles et l'Italie n'ont pas encore gagné, sont en bas du classement. Les Français, de toute façon, a priori, pour jouer la victoire de ce 6 nations, ça a l'air peine perdue. Mais essayer de bien figurer, vu que surtout dans l'ère Galtier, on n'a jamais fini moins que deuxième. Peut-être l'objectif maintenant. Ouais, deuxième. Bah, de toute façon, je pense que ce soit les joueurs ou les supporters du 15 de France ne seront pas satisfaits de moins bien qu'une deuxième place. Parce que je pense que même sans Dupont, sans les Ntamak, etc., contre l'Irlande, c'est impossible de gagner sans eux. Mais contre l'Angleterre, je les trouve pas fous. Là, on a battu l'Écosse, qui pour moi est peut-être la troisième meilleure équipe. Je les place même peut-être devant l'Angleterre. Je sais pas en termes de rapport de force. Galles et l'Italie, pour moi, ça va le faire tranquille. Mais je pense que le gros match qu'il faudra attendre, ce sera contre l'Angleterre. Je crois que c'est au Stade de France en plus cette année. Donc c'était à Twickenham l'année dernière, en tout cas la victoire historique, donc logiquement ça devrait être en France cette année. France, ouais. Et puis selon aussi ce match, mais l'Angleterre qui est encore en lice, hein, de toute façon pour jouer ce grand chelem, et il faudrait battre a priori les Irlandais. Ouais, ils ont gagné 2 fois de 2 ou 3 points, je crois. Leurs 2 victoires, dont la première contre contre l'Angleterre, était déjà contre l'Italie, je vais y arriver, était déjà un petit peu étriqué, et là ils ont encore gagné de pas beaucoup en remontant un déficit de score. De 2 points, ouais. Ouais, voilà. Et à chaque fois ils étaient menés dans la rencontre. Donc certes ils sont encore en lice, mais je les vois vraiment pas aller battre l'Irlande. Et je suis plutôt d'accord avec Maxime. Enfin, ça va être le match important pour les Bleus, mais moi je les vois bien finir deuxième et quand même aller chercher cette deuxième place. D'accord. Tu mettrais peut-être pas non plus ton PLE dessus. On va peut-être pas abuser. Peut-être pas non plus. Un petit mot pour finir, pour poursuivre sur cette fin de chronique des résultats, un peu de volley. On n'en parle pas très souvent dans le CSC, donc je voulais en profiter ce soir. Tout à l'heure, il y avait l'équipe de Marc-en-Barœul féminine, les Marcoises, qui ont subi malheureusement la foudre de Mulhouse en Coupe de France. Les Blancs et Bleus se sont inclinés à la salle Saint-Exupéry 3-0, malgré 3-7 âprement disputés, et tout de même 22-25, 21-25, 24-26 pour le troisième. C'est joué à peut-être à des détails, en tout cas en fin de set, mais elles se sont inclinées sèchement. De même, pour les garçons tourquenois du TLM qui se rendaient à Poitiers pour leur quart de finale de Coupe nationale, un revers 3-1 en terre Poitevine, malgré le gain aussi, par contre, cette fois pour eux du premier set, 25-23. Et puis après, pareil, très serré, 23-25, 22-25, 21-25. Voilà. Dommage, mais en tout cas, les deux équipes nordistes du soir qui voient leur histoire en Coupe de France cette saison s'arrêter là. Mais je voulais aussi revenir quand même un peu plus tôt, toujours pour le TLM. En tout cas, samedi, 19h à Arnes, c'était joué le choc de cette 20e journée de Marmara Spike League entre Tourcoing et Tours, qui étaient respectivement 2e et 3e du championnat. Un duel de haut de tableau, donc qui a tourné à l'avantage des Tourquenois au bout d'un tie-break et d'un match rempli de suspense, victoire 3-2. Donc du TLM qui était mené 2-7-0 et qui l'a emporté 22-20 au tie-break. Là aussi, à mon avis, un beau spectacle, bien que à quelques kilomètres de là, et Maxime en parlera un peu plus tard dans la soirée, il y avait aussi un très gros événement. J'ai pas vu s'il y avait de l'affluence à Arnes pour ce match-là. Mais en tout cas, ce 5e succès consécutif en championnat, du coup, pour le TLM, malheureusement avec la défaite du soir, qui a 3 points d'avance sur les Tourangeaux dorénavant et 4 de retard seulement sur le leader Chaumont qui a été battu 3-0 à Toulouse et qui sera l'adversaire du TLM à la fin du mois. Petit, on verra, ça peut être pimenté, ça sera à Orchy. D'ailleurs, c'est un match qui sera à la PVL Arena d'Orchy, qui peut accueillir quand même beaucoup de monde. Est-ce que justement a pas le doux espoir de peut-être même finir la saison en tête, la saison régulière en tête, ça peut attirer les foules? Bah pourquoi pas, ouais. Franchement, la salle d'Orchy, pour l'avoir côtoyé pas mal, elle est quand même hyper propice aux bonnes ambiances. L'année dernière, ils ont fait une fois salle comble avec 5000 personnes, c'est génial. Hein. S'ils arrivent à rééditer. Ouais, c'est ça. S'ils arrivent à ramener beaucoup de monde dans un match comme ça avec de l'enjeu contre les premiers, pourquoi pas revenir au classement, ça peut être très sympa. Maintenant que je suis dans la vie active, j'ai du mal à savoir, Mathis, peut-être que tu peux m'aider, mais ça serait le 23. Est-ce qu'on sera en vacances scolaires? Non, pas encore. Hein. Presque, mais pas presque. encore. C'est pas le C'est le jeudi. C'est le jeudi. Vendredi 23, c'est vendredi 23, c'est les vacances. Le jour des vacances. Et ben voilà, peut-être que ça sera un très bon motif aussi pour motiver les familles et les gens à remplir cette PVL Arena, qui est pas remplie. Toi qui sais qui commente les matchs régulièrement du BC Orchy, l'équipe de basket, qui a du mal quand même à se remplir. Enfin, c'est pas évident, c'est énorme. Sur les 5000, oui, c'est plutôt du 1500, 2000, 2500 d'affluence généralement, ce qui est déjà plutôt correct pour de la Nationale 1. Mais oui, non, c'est clair que
ce genre d'occasion surdimensionné pour la division, et justement clairement ce genre d'occasion ça peut être un moyen de la remplir. Et un petit mot pour finir avant la première pause musicale de la soirée. Je me devais de faire un petit mot américain avec le Super Bowl qui s'est joué dans la nuit de dimanche à lundi entre les 49ers de San Francisco et les Chiefs de Kansas City, les tenants du titre. Et la couronne restera une année de plus au Kansas. Victoire du quarterback et MVP Patrick Mahomes et de ses équipiers en prolongation. Là aussi, on parle beaucoup depuis tout à l'heure, je parle de matchs à suspense comme la Côte d'Ivoire dans sa compétition. Bah là encore, mené 10-3 à la fin du deuxième quart-temps, les Chiefs ont renversé la vapeur dans le troisième pour mener 13-10, puis ont dû arracher la prolongation dans le quatrième quart-temps à 3 secondes de la fin du temps réglementaire et finalement l'emporter à 3 secondes de la fin des prolongations sur un touchdown de Michael Hardman Jr. Succès 25-23, plutôt épique dans une ville que j'avais pas noté ça. Ils ont joué leur match à l'Allegiant Stadium de Paradise Dans l'Ohio. au Nevada. Dommage. Ah bon? Ouais. Okay. C'est dommage, Maxime. Mais t'aurais pu parler du water polo aussi, par contre, ce qu'on regardait tout à l'heure, avec la Coupe du Monde et la victoire des Français contre les champions du monde hongrois à la dernière seconde. Je m'en excuse platement, ça m'est passé sous le nez. Voilà, Alors, victoire de l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde de water polo contre les champions du monde en titre hongrois. Avec un but à la dernière seconde. Avec un but à la dernière seconde. Oh. Enfin, la dernière seconde, il restait genre 1 seconde et demie, 2 secondes après. Et du coup, victoire, et on joue les Croates en demi-finale jeudi. Donc voilà, voir peut-être une surprise, un exploit monumental, dont on pourra parler peut-être la semaine prochaine. Je sais pas si ça se produit, mais les hommes français, on n'est pas mauvais en water polo, mais il y a toujours cette domination des Balkans. Évidemment, c'est un peu leur sport et c'est vrai qu'on est quand même des sacrés outsiders. Ça peut être beau, hein, ça peut être sympa. Peut-être la semaine prochaine, on en parlera gaiement dans le CSC. Allez. Mais tu sais bien, tu me fais le mémo. C'est bien, merci beaucoup Maxime. Je parlais du Super Bowl. Évidemment, pour le show musical du soir, je rebondis sur le show de la mi-temps du Super Bowl. Usher, ouais. Tu aimes bien Usher? Bah moi, j'ai trouvé que sa performance était pas, beaucoup critique. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, en vrai. Ouais, mais c'est pas vocalement que c'était critique, a priori. C'était dans l'attitude. Ouais, oui, voilà. Mais... Voilà. Bon, qui était quand même bien entouré hier soir avec quelques amis qui étaient passés sur scène comme will.i.am ou Alicia Keys, notamment. Et je me suis permis, on met ce soir son hit. J'imagine celui qu'on a entendu paquet de fois. Oui. Ah si, Yeah de Usher avec notamment Ludacris, et on arrive juste après pour la suite du Campus Sport Club. C'était Usher, donc sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Peut-être que vous écoutez cette émission du Campus Sport Club via le DAB+, ou sur campuslille.com. Pour rappel, sur campuslille.com, vous retrouverez cette émission à partir de minuit 1 dans son intégralité dans la case des programmes. On poursuit avec mes deux compères du soir, Mathis et Maxime. Toujours chaud, toujours en forme, les amis? Toujours là. Évidemment. Je vais finir, je l'ai un peu dit en off là, pendant la musique, mais du coup, j'ai fait exprès, je finirai l'émission par une note de basket pour toi, Mathis. Ça en manquait un peu quand même. Ça en manquait un peu, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'en ai aussi dans mes petites news. Les news qui démarrent juste après ton jingle. Vous n'avez pas tout suivi des dernières actus sportives? Pas de problème, les news du Campus Sport Club sont là pour vous servir. Et des news que tu vas démarrer par la triste et très mauvaise nouvelle de la semaine. Ouais, exactement. Le monde du sport est en deuil. Devenu l'homme le plus rapide du monde sur marathon le 8 octobre dernier, le Kenyan Kelvin Kiptum, âgé de 24 ans, est décédé dimanche dans un accident de la route qui a également emporté son coach, comme l'a annoncé la presse kenyane. Plusieurs médias kenyans, dont le Serious Hit Nation, ont annoncé la mort du recordman du monde du marathon à 23h dimanche. Une Toyota Premio conduite par l'athlète de tout juste 24 ans a quitté la route qui rallie Eldoret à Katpagat au Kenya, dans la vallée du Rift, sa région d'origine où il vivait et s'entraînait. L'athlète était marié et père de 2 enfants. À bord du véhicule, en plus de Kiptum, se trouvaient 2 passagers, donc identifiés comme étant son entraîneur, le Rwandais Gervais Akizaman, ainsi qu'une femme, Sharon Kokze. Si cette dernière a pu sortir gravement blessée mais vivante de l'accident, les 2 hommes sont eux malheureusement décédés. Selon le commandement de police du district d'Elego Marakwet, Kiptum aurait perdu le contrôle de son véhicule qui a quitté la route, atterrissant dans un fossé 60 mètres plus loin. Avant de heurter un gros arbre, le véhicule était fortement endommagé. Côté athlète et côté performance, Kiptum avait fait une éruption tonitruante dans le monde du marathon, en battant à Chicago en octobre dernier le record du monde, avec une marque à 2h
et 35 secondes, détenu jusque-là par la légende de la discipline, son compatriote Kipchoge, pour le 3e marathon de sa carrière seulement du côté de Kiptoum. Il avait également remporté les 2 précédents à Valence en 2022 et Londres en 2023, et donc le phénomène kényan avait même annoncé qu'il allait tenter de devenir le premier homme à courir un marathon officiel sous la barre symbolique des 2 heures à Rotterdam, prévue le 14 avril. Quel est votre ressenti tout simplement sur cette horrible catastrophe, déjà à quelques mois des JO, mais même pour l'humain de 24 ans? C'est assez rare, surtout dans le sport, qu'un jeune qui crée la sensation, enfin quand il établit ces 2 marques, parce que sur son 2e marathon, la marque qu'il établit, il est déjà à une quarantaine de secondes, enfin une trentaine de secondes du record. On a du mal à croire qu'il a 23 ans et que c'est son 2e marathon. Et là, le battre juste après, battre le record, et surtout d'une facilité avec 40 secondes d'avance, de se dire il est plus qu'à 35 secondes des 2 heures et moins. Et finalement, décédé quelques mois après, c'est vraiment une sensation aussi de frustration de pas voir ce qu'il avait à nous livrer, parce qu'à 24 ans, enfin sur 10 ans, il aurait pu établir une marque. Je ne sais pas jusqu'où il aurait pu descendre. Mais... Ouais. Et puis même, enfin, c'était le gars que tout le monde attendait à Paris pour le marathon, pour les JO. Enfin, c'était le grand favori. Personne n'était là, et il aurait battu. Ça se trouve que ça arrivera, hein, mais il aurait battu la marque des 2 heures en marathon au JO de Paris, mais ça aurait été mais monstrueux. Alors peut-être que je souhaite que ça arrivera, et justement que ça rendra peut-être un bel hommage à ce coureur-là. Mais voilà, ça aurait été juste fantastique de voir ce mec-là au bout de son 5e ou 6e marathon officiel passer sous les 2 heures et gagner une médaille d'or olympique à Paris. Et malheureusement, la vie est faite comme ça, et c'est terrible. Mais ça m'a donné l'idée d'un potentiel hors-série pour plus tard, pour cette saison-là, mais un truc consacré aux exploits de différentes manières. Je me dis que lui, en tout cas, aura un bon moment dédié, parce que c'est assez exceptionnel ce qu'il avait réalisé et qu'il ne pourra pas malheureusement poursuivre. Ouais, clairement. On rentre en France, direction le 93. La future gestion du Stade de France, à compter du 1er juillet 2025, a récemment connu une évolution notable dans son processus. L'État français, selon les informations de l'équipe, a écarté l'idée de vendre l'enceinte de Saint-Denis. Le dossier de rachat porté par le groupement Stade de France, Notre Bien Commun, n'aurait pas répondu à toutes les attentes juridiques désirées par les services de l'État, et notamment Fininfra, la mission d'appui au financement des infrastructures du ministère des Finances. Cette décision sous-entend donc que la seule solution, à date et sauf revirement de tendance, est l'attribution d'une nouvelle concession. 2 candidats avaient déposé une offre le 3 janvier dernier. Le consortium Vinci Bouygues, le détenteur de la concession actuelle, et le duo JL Events Paris Entertainment Company. En Arabie Saoudite, à présent, Karim Benzema n'a pas été retenu par son coach Marcelo Gallardo pour disputer les 8e de finale de la Ligue des champions asiatiques. Alors qu'Al Ittihad s'apprête à affronter le Navabaor Namanian jeudi en 8e de finale de la Ligue des champions de la Confédération asiatique, Karim Benzema n'a finalement pas été retenu par son coach pour disputer la compétition. Selon les informations du journal sportif espagnol AS, le Français ne fait pas partie du groupe pour le voyage en Ouzbékistan en raison des restrictions imposées aux joueurs étrangers dans la compétition. Le club de l'AFC ne peuvent en effet sélectionner que 5 joueurs étrangers pour leur match de Ligue des Champions. Gallardo a alors opté pour le défenseur central égyptien Ahmed Hegazi, les milieux de terrain N'Golo Kanté et Fabinho, et les attaquants Romarinho et Abderrazak Hamdallah pour disputer cette rencontre. Benzema ne serait pas dans la liste à cause également d'un manque de rythme dû à son absence lors de la pré-saison. Est-ce que ça sentirait pas de plus en plus la fin de l'aventure saoudienne pour Karim Benzema? C'est dur à dire, parce qu'on en sait trop peu sur ce championnat en fait pour savoir si ça va être juste une tendance ou si ça va perdurer dans le temps. Moi, je pense que là, on a franchi un cap, et que si ça aurait été en Europe, c'était une certitude que voilà, il rejouerait pas du tout de la saison, et qui serait placé sur le marché des transferts à la fin de l'année. Là, c'est en Arabie Saoudite, on sait rien de ce championnat, ou très peu. Ça se trouve, il y a un des 5 devant lui qui va se blesser longuement, et du coup il va refaire éruption dans le groupe. Premier match, il va claquer 1 ou 2 buts, et c'est bon, c'est reparti. Mais voilà, cet hiver, on parlait beaucoup d'un prêt. Il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés. Je crois que Lyon, il y avait eu des contacts entre Lyon et Karim, mais c'était compliqué. Il y avait des gros clubs anglais, je crois que Arsenal était intéressé au bout d'un moment, et que même il y avait Chelsea, etc., qui voulaient le récupérer. Mais voilà, au final, ça s'est pas fait. Après, quel est le meilleur choix pour lui? Faudra voir comment ça évolue. On en sait aujourd'hui trop peu sur ce championnat-là pour dire si ce sera
durable ou si c'est juste une tendance, je pense, personnellement. Direction l'Espagne maintenant avec l'Espagnol Ricky Rubio, forfait lors de la Coupe du Monde de basket 2023 et éloigné des parquets de NBA depuis août pour prendre soin de sa santé mentale, qui a été convoqué en sélection nationale pour les matchs de qualification à l'Euro 2025 qui auront lieu fin février. C'est une excellente nouvelle pour le monde du sport, a précisé Elisa Aguilar, la présidente de la Fédération espagnole de basket. Éloigné des parquets donc depuis août dernier pour prendre soin de sa santé mentale, Rubio a été sélectionné pour jouer avec l'Espagne 2 matchs qui auront lieu à la fin du mois pour les qualifications du prochain Eurobasket 2025 contre la Lettonie le 22 février, contre la Belgique le 25. Forfait, donc je vous le disais, lors de la Coupe du Monde 2023, le meneur aux 157 sélections pourrait ainsi retrouver le chemin de la compétition. À 33 ans, Rubio avait rompu son contrat NBA avec Cleveland en janvier. Il y a 2 semaines, il avait annoncé son retour à l'entraînement avec son ancien club légendaire du FC Barcelone. Après plusieurs semaines de réflexion et de travail sur ma santé mentale et mon corps, j'ai la force et le désir de voir comment je me sens avec un ballon entre mes mains, avait posté sur ses réseaux sociaux le MVP quand même de la Coupe du Monde 2019 remportée par l'Espagne. Un petit point audience télé à présent, plus de 123 millions de personnes étaient devant leur écran dimanche soir pour regarder la finale du Super Bowl aux États-Unis. Un nouveau record pour cet événement a annoncé le réseau CBS qui revendique la plus grosse audience jamais atteinte par un seul réseau. La couverture par CBS Sport du 58e Super Bowl a été la plus regardée de l'histoire avec une audience totale de 123,4 millions de téléspectateurs sur toutes les plateformes, a indiqué dans un communiqué CBS Sports en disant se baser sur les mesures d'audience de la société Nielsen. Pour information, l'année précédente, c'était déjà le record avec 115,1 millions de téléspectateurs, soit quand même une hausse notable de 7% pour l'édition qui a eu lieu dimanche. Et enfin, pour conclure, place au rugby. Selon la BBC, la fédération écossaise aurait, dans un courrier adressé à World Rugby, manifesté sa vive incompréhension à la suite de la défaite de ses joueurs face à la France 16-20 sur une décision d'arbitrage dans l'ultime minute du temps réglementaire samedi dernier à Murrayfield. Selon la sélection écossaise, l'intégrité du tournoi à destination a été bafouée par le revirement du corps arbitral, notamment par la décision de l'arbitre central Nick Berry de ne pas accorder l'essai au 15 du Chardon en toute fin de rencontre. Pour vous expliquer le contexte, dans un premier temps, Berry avait refusé d'accorder l'essai au deuxième ligne écossais Sam Skinner, mais lors du visionnage des images par la cellule du TMO, l'arbitre assistant Brian McNeice lui avait signalé que le ballon avait en fait été aplati dans l'embut des Français, avant finalement de se rétracter et de se rallier à la décision initiale de Berry. Pour vous, comment est-ce que vous avez vécu déjà, peut-être en tant que supporter, cette décision litigieuse, mais avec un peu plus de recul et objectivement, comment est-ce que vous analysez cette décision ? Déjà dans le rugby, depuis 1 an et donc depuis les épisodes Coupe du Monde, ça commence à devenir les erreurs arbitrales, ça commence à être de plus en plus répété. Hein. C'est comme au foot, hein, c'est pareil. Mais non, mais là, pour le coup, je pense pas que ce soit une erreur parce que j'ai regardé après et tout ça. La balle, déjà, on n'a pas en fait de ce qui rend la décision valable de l'arbitre, c'est qu'on n'a pas d'image claire sur le fait que le ballon soit aplati au sol. Parce que on sait qu'il y a des joueurs en dessous, et on sait pas s'il y a pas genre une partie du ballon qui est genre sur un bout de bras d'un Français ou un truc comme ça. Voilà. Et la décision, c'est que, comme au foot d'ailleurs, c'est si on n'a pas d'image claire, c'est la décision de l'arbitre central qui prévaut. Et dans ces cas-là, l'arbitre central avait dit qu'il y avait pas essai, mais qu'il n'y a pas essai. Donc même si, nous, ça nous arrange forcément en tant que supporter français, on est content. Mais voilà, les règles sont les règles. Et là, pour le coup, pour moi, il y a pas d'erreur d'arbitrage. C'est juste, un manque technologique, bien sûr. Et on pourra, je pense, pas faire mieux que ce qu'on fait actuellement. En tout cas, pour moi, c'est pas une erreur d'arbitrage. Et tant mieux pour nous, tant pis pour les Écossais. Ce qui peut interroger, c'est quand même la décision de l'assistant vidéo qui, lui, pour le coup, annonce que ça a été aplati. C'est aussi pour ça, je pense, le recours des Écossais. Enfin, en tout cas, la lettre. Si la vidéo dit, je te laisse, on suit le truc, j'arrive pas à déceler véritablement, je laisse en référer à ta décision qui était donc de ne pas accorder l'essai. On n'en parle plus. Je pense que les Écossais ont dit nous on n'est peut-être pas d'accord, mais on peut pas faire recours pour autant. Là, c'est le fait, qui est mésentente, qui est, sur les images. Là, c'est vrai. Mais là, quand je reviens, sur mes propos juste avant quand tu m'as laissé la main, mais je me suis trompé dans les mots. Je voulais dire que depuis un certain temps, il n'y avait pas de plus en plus d'erreurs arbitrales, mais de discussions arbitrales. Voilà. Parce qu'on peut aussi revenir sur plein d'événements de la Coupe du Monde qui sont pas forcément des erreurs selon le point de vue et selon les circonstances. Et je veux dire que dans le rugby, maintenant, j'ai l'impression que là, depuis 6 mois, en tout cas, on
on appuie bien sur l'arbitrage et les arbitres et on leur met bien la pression, alors qu'avant on était un peu plus peut-être, je sais pas comment dire, pas laxiste, mais on laissait un peu plus le jeu, quoi, libre recours aux événements. Mais l'arbitre a toujours une place hyper respectée et importante, mais surtout avec cette notion de respect qui était, en tout cas moi c'est comme ça que quand j'ai découvert le sport, que la différence avec le foot, c'était vraiment le respect de l'arbitre. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué. Alors non pas qu'il soit plus respecté, mais c'est vrai qu'on a tendance peut-être un petit peu plus à discuter ses décisions, et que ça soit dans les journaux ou les gens en général. Puis la médiatisation de la Coupe du Monde en France a peut-être aussi poussé plus de gens à regarder les Six Nations, même si c'est déjà un événement beaucoup regardé. Peut-être que ça aussi inclut un nouveau cercle de personnes, et ça fait de plus en plus discuter. Merci en tout cas Mathis pour cette chronique des news. On avance dans ce Campus Sport Club, 23h bientôt 40. On va devoir un petit peu faire vite sur cette portion débat. Débat du soir, j'ai fait exprès, je l'ai omis pendant mes résultats, mais ont lieu en ce moment les championnats du monde 2024 de biathlon, avec la délégation française qui a déjà à son actif 7 médailles, dont une encore glanée cet après-midi. 7 médailles en 6 épreuves sur 12, on a à la moitié tout pile de ces championnats du monde. La question du soir que je vous ai posée et que je me suis posée, c'était est-ce qu'on peut considérer que pour la France, ces championnats sont d'ores et déjà une réussite? Voilà. Alors a priori, Mathis, c'était un oui plutôt mitigé. Plutôt oui quand même. Oui que non. Voilà, exactement. Okay. Je vais partir sur un oui. Le oui. Moi du coup j'avais dit pareil mitigé, mais du coup je vais plus dire non, parce que pour moi c'est tellement mitigé en fait que ça peut pas paraître comme réussi. Certes, les filles sont monumentales et l'ont été tout le week-end, notamment Julia Simon, dont on parlera sûrement un peu plus en détail après. Mais du côté des gars, c'est terrifiant, quoi. Quand on voit de où part Quentin Fillon-Maillet il y a 2 ans ou 3 ans, on se dit c'est bon, on a perdu Martin Fourcade. Derrière, on a un mec qui va reprendre le relais. Il prend un gros globe directement dès sa première saison. Et là, il est, je crois que j'ai regardé, il est 16e au général, à des années-lumière des frères Beu. C'est compliqué de voir ça. Enfin, la délégation française du biathlon maintenant, j'ai l'impression qu'elle existe que par les filles, et c'est triste d'en arriver là quand on sait d'où vient l'engouement autour du biathlon français, autour de Martin Fourcade, etc. Et même la première saison de Quentin Fillon-Maillet nous laissait tous espérer voir la première grosse saison. La première grosse saison, oui, de Quentin Fillon-Maillet, parce qu'il était dans l'ombre de Martin, mais quand Martin est parti, la première saison, il fait une saison monstrueuse où il va gagner l'or à Pékin, je crois. Donc à Pékin, au JO. J'ai envie de dire, voilà. la vraie grosse saison monstrueuse, en tout cas. C'est JO d'hiver. C'est JO d'hiver de Pékin 2022. Et depuis l'année dernière, ils sont plus haut niveau, enfin, que ce soit lui ou que ce soit, bon, après, c'est des plus petits, forcément, mais Emilien Jacquelin ou Fabien Claude, des trucs comme ça, on ne les voit plus du tout. Et là, j'ai regardé tout à l'heure, mais Emilien Jacquelin, 15e au général, Éric Perrault, 17e, Fabien Claude, 19e, et du coup, Fillon-Maillet qui est 16e, et derrière, c'est 34e Guigona, et Lombardo qui est 43e. Alors voilà, de pas trop s'égarer non plus. Là, c'est pour le classement Coupe du Monde. Là, en tout cas, ce soir, on était vraiment autour de ces championnats du monde qui sont en cours. Mais tu appuies assez justement, puisque si je parle de ces 7 médailles, en tout cas pour l'instant pour la France, on a 3 médailles d'or, 1 d'argent et 3 de bronze. Il faut aussi noter quand même, c'est peut-être le oui, la partie positive peut-être que tu voulais appuyer Mathis, c'est qu'on n'a pas 7 médailles, 7 bronzes. Quand même 3 médailles d'or en 6 épreuves. Ouais, exactement. Moi, ce que j'allais dire, moi, où je suis pas d'accord avec toi, Maxime, c'est que les dernières années, Martin Fourcade, sa domination, les filles étaient peut-être un peu plus en retrait sur les médailles, et pourtant, on disait quand même que c'était exceptionnel pour le biathlon français. Alors, certes, c'est plus les hommes, mais les femmes, ça vaut autant, et Julia Simon, elle est en train de réaliser des championnats du monde exceptionnels, et en plus, il y a eu un triplé superbe. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus que elle. C'est pour ça, moi, que je trouve plutôt que c'est des championnats du monde intéressants, et que au final, la délégation française, c'est pas si mal, quand même. Triplé, quadruplé, mais quadruplé, avec la 4e place. Ça ne compte pas. C'est vrai qu'il y a eu un quadruplé. L'or, pour commencer, sur le relais mixte. Donc là, quand même, il y a cette participation des hommes. On pensait, avec cet or sur le relais mixte, avec, du côté des garçons, les 2 engagés, c'était Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, qui ont pas fait une mauvaise course, qui ont eu quand même 2 solides coéquipières, que sont Justine Brezas-Boucher et Julia Simon, qui réalisent donc des super mondiaux pour l'instant. Mais on a quand même eu ce relais mixte or, et Dieu sait que c'était compliqué toujours avec la concurrence norvégienne.
Et finalement, comme tu dis, sur les épreuves, en tout cas individuelles, pour l'instant, les hommes ont disputé 2, à savoir le sprint et la poursuite, en sachant qu'en biathlon, le sprint conditionne la poursuite, puisque le classement du sprint donne l'ordre de départ et les temps de retard à combler sur la poursuite. Et les garçons avaient quand même fait 4e, 8e, 9e, et juste Fabien Claude qui a fini 26e de son sprint avec 3 erreurs au tir. Et finalement, qu'est-ce qui se passe le lendemain, c'est Fabien Claude qui finit meilleur français, 10e même de l'épreuve. Donc, en partant le plus loin. Donc. Et en réalisant surtout le sans faute au tir, alors que les 3 autres, respectivement, donc Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, font 6 fautes chacun. Là, est-ce qu'on n'appuie pas là où il faut, parce que est-ce que c'est dans la tête, est-ce que c'est sur les skis, ou c'est peut-être le tir là, justement qui sur quoi t'as envie d'appuyer Pour moi, c'est le tir, pour moi. Enfin, c'est dans la tête, et quand ils arrivent sur le patin, parce que sur les skis, ils sont pas mauvais. Ouais, tu fais l'association tir et psychologique. Ouais, pour moi, c'est ça. Mais parce que sur les skis, enfin, on l'a très bien vu, mais c'est pas des mauvais skieurs. Enfin, c'est même des très très bons skieurs. Sur le circuit, je pense pas que Emilien Jacquelin ou Quentin Fillon-Maillet soient des mecs qui sont à prendre à la légère sur les skis. Sur les skis, ils sont très très bons. Pour moi, c'est au moment d'arriver sur le pas de tir, je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais ils sont pas sereins, quoi. Ils arrivent sur un pas de tir et enfin on a vu Julia Simon sur sa poursuite, je crois, qui fait un tir, un sans faute en genre elle reste 20 secondes sur le pas de tir. Les mecs, t'as l'impression qu'ils restent 50 secondes sur le pas de tir et au final ils font 2 fautes, quoi. Alors c'est intéressant de rebondir un petit peu sur cette rapidité au tir qui est une des forces de Julia. C'est aussi une tendance qu'adopte Emilien Jacquelin depuis des années. Sauf qu'Emilien Jacquelin, on a vraiment l'impression, quand on parle de leurs résultats sur le sprint à Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, qui finissent 8e et 9e, ils font une seule faute au tir. Mais Emilien Jacquelin, dès le début de sa poursuite, en manque 3 sur les 5 premières sur le coucher. Donc il est capable de fulgurance, mais aussi d'échouer. Du meilleur comme du pire. Et juste pour le faire le parallèle avec la Coupe du Monde, parce que tu parlais des classements Coupe du Monde, Emilien Jacquelin, il y a 2-3 mois de cela, qui disait en toute franchise et avec le sourire, à dire moi je m'entends bien avec Johannes Beu et j'ai envie de le titiller pour la Coupe du Monde. Enfin vraiment au gros globe sur les épreuves. En fait, il a jamais donné l'impression, en tout cas, qu'il avait les armes pour. C'est peut-être ça. Est-ce que du coup vous, juste pour clore cette partie biathlon, est-ce que vous espérez quand même, et si oui, sur quelle épreuve voyez-vous une médaille des garçons? Est-ce que sur le relais mixte masculin, ils peuvent au moins quand même faire ce podium? Sur le relais masculin, ils peuvent le faire, ils sont pas... Même malgré finalement cette méforme qu'ont les 4, c'est un peu ça. En soi, tout est possible. Moi, c'est un peu ce que j'ai envie de retenir aussi, c'est que certes, il y a une inconstance, mais si les 4 sont dans un bon jour, on sait ce dont ils sont capables aussi, donc pourquoi pas? Je les vois pas non plus favoris, mais ça peut être une médaille à aller chercher, peut-être pas l'or, mais en tout cas, pourquoi pas argent, bronze. Donc pour moi, ils peuvent le faire, ils peuvent aller chercher, peut-être l'or, ce sera pas possible parce que les Norvégiens sont trop au-dessus. Mais ils peuvent aller chercher un argent ou un bronze. Pour moi, les filles iront chercher l'or sur le relais filles, et ça, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'elles vont aller chercher l'or. Là, le PLE il part. Parce que les quatre elles sont juste grandioses quand elles courent ensemble. Que ce soit les 4, du coup, c'est Jean Monod et Sophie Chauveau en plus, donc de Julia Simon et Justine Brezas-Boucher. Mais ouais, pour moi, je pense que les Français peuvent aller chercher un relais, ils sont capables d'aller le faire. Après, tout dépendra je pense que ça sera sur le pas de tir que ça se jouera. Parce que s'il y a pas beaucoup d'erreurs, ça passera. S'il y en a trop, ça passera pas. En tout cas, pour finir aussi sur cette question du soir, est-ce que ces championnats du monde sont d'ores et déjà réussis avec ces 7 médailles en 6 courses? Petit mot de Julia Simon à l'arrivée de son individuel tout à l'heure, où elle a arraché quand même la petite médaille de bronze en plus. Elle en manque pas de médailles sur ces championnats du monde, elle en a déjà 4. J'ai eu un moment de panique, puis je me suis dit, tes mondiaux sont réussis, amuse-toi, fais le biathlon que tu aimes. Donc, en tout cas, pour elle, personnellement, avec 3 médailles d'or, c'est très facile aussi d'adopter cette position-là. À l'inverse, Justine Brezas était un peu en larmes, était très émue, et elle qui a eu une médaille d'argent, une médaille de bronze, mais qui, a priori, dans sa tête, veut quand même avoir l'or sur l'individuel. On rappelle qu'elle est championne olympique de la Mastart, qui sera l'ultime épreuve féminine. Là, peut-être? Pourquoi pas? Julia lui laissera. On lui souhaite en tout cas. Non, et c'est assez intéressant aussi de voir que les filles se tirent la bourre. Enfin, c'est de bonne guerre, et voilà, il faut vraiment performer. Elle tire la bourre, mais il y a des images quand même qui sont... C'est un peu meilleur ami, meilleur ennemi. Ouais, voilà. Parce que sur la course, elles sont meilleures ennemies, mais quand elles arrivent sur le podium, et ça s'est très bien vu sur, je crois que c'est le sprint,
où Julia finit première et Justine troisième. Sur le podium, elles se font des grimaces pendant la Marseillaise et tout ça. Donc voilà, donc c'est cool de voir des combattantes sur le circuit, et quand elles arrivent au final à la fin de la course, elles redeviennent potes, quoi. Et c'est ça qui est super cool. Allez, petit moment, deuxième moment musical de la soirée avant d'attaquer les 10 dernières minutes et le rush de ce CSC. Toujours sur la thématique du ski, je me suis fait un petit plaisir aussi. On reste sur cette thématique-là avec la chanson tirée d'un film très connu, Les Bronzés font du ski. J'en étais sûr. Just Because of You, d'Éric Filet. Petit plaisir du soir, hein. Et on finit en gaieté avec juste après moment nordiste de Maxime et les Immanquables. Just Because of You, peut-être que ça rappellera des bons souvenirs à certaines qui avaient regardé et qui aiment revoir Les Bronzés font du ski en hiver. Vous êtes toujours par contre sur le Campus Sport Club et sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Je vous rappelle que cette émission sera disponible sur campuslille.com à partir de minuit et puis prochainement sur YouTube, Spotify, Deezer. Je ne pense avoir rien oublié, mais il est temps d'attaquer les dernières minutes avec le moment nordiste du soir signé Maxime Paulin, juste après petit jingle. Ce samedi, la ville de Liévin était en mode sport pour accueillir la 30e édition de son fameux meeting d'athlétisme. C'est l'heure du moment nordiste. Moment nordiste, Maxime, qui nous parle de l'événement incontournable donc de la saison en salle côté athlétisme. Ouais, exact, ça a bougé dans la région Hauts-de-France ce week-end. Beaucoup retiendront bien sûr le mythique carnaval de Dunkerque, mais il y avait bien sûr le meeting d'athlétisme de Liévin. Pour cette 30e édition, l'événement, qui a été élu meilleur meeting du monde l'an dernier, retrouvait une arène à couvert de Liévin pleine de 5500 supporters, venus admirer la crème de l'athlé mondial. On retrouvait en tête d'affiche le recordman du monde du 60 mètres haies, l'américain Grant Holloway, ou encore la championne du monde en titre du 4x400 mètres et du 400 mètres haies, la néerlandaise Femke Bol, ou encore celui qui avait battu le record du monde du 3000 mètres l'an dernier à Liévin, l'Éthiopien Lamesha Girma. Commençons par parler de l'événement qui a ouvert la soirée. Le meeting avait l'honneur de recevoir, dans le cadre de son partenariat avec le service des sports ukrainien, la légende du saut à la perche ukrainien, Sergei Bubka, ancien recordman du monde jusqu'au record de Renaud Lavillenie. De leur côté, les têtes d'affiche n'ont pas manqué leur sortie, puisque Femke Bol et Grant Holloway s'imposent tous les deux sur leur discipline, tandis que Girma, inscrit sur 2000 mètres uniquement, a écrasé ses concurrents. Pour autant, petit bémol pour le meeting, qui a vu une de ses habitudes ne pas se réaliser pour cette 30e édition. Habitué de records du monde, aucun n'a été battu cette année, contrairement à l'année précédente, avec ceux de Lamesha Girma sur 3000 mètres et d'Ingebrigtsen sur 1500 mètres. Pourtant, ce n'est pas vraiment passé loin. À 4 reprises durant la soirée, les athlètes étaient sur les bases du record du monde, mais craquaient en fin de course et voyaient le record leur passer sous le nez. Le cas le plus flagrant est bien sûr celui de la triple championne du monde du 3000 mètres dames, l'Éthiopienne Goudaf Tsegay. Pas de record du monde, mais 5 records nationaux. On peut citer celui de l'Algérien Mohamed Ali Gouaned sur 800 mètres, qui bat son propre record d'Algérie dès la première course masculine de la soirée. Mais ceux que l'on retiendra, ce sont ceux de nos Français, Sur 1500 mètres hommes tout d'abord, il l'attendait depuis longtemps, il l'a fait. Deuxième derrière Ingebrigtsen l'an dernier à Liévin, Azzedine Abs revenait ce week-end, le couteau entre les dents avec un seul objectif en tête, le record de France de Mehdi Bala, datant de 2009 à 3 minutes 34-71. À la fin de la course, le licencié de Montévrain s'impose en 3:34-39, nouveau record de France pour le coureur de 29 ans. Satisfait, le Français ne se laisse pas le temps de se reposer et pense déjà à la suite. Moi je viens chercher juste le record de France. Parce que c'est une première compète d'ailleurs, donc c'est pas facile d'aller chercher un record de France dans une première compète, mais je l'ai fait, donc aujourd'hui je suis vraiment satisfait de ce résultat. Maintenant retour au travail pour voir ce qu'on peut faire soit au championnat du monde, soit pour la suite. On attendait un record de France sur 1500 mètres, on en a eu 2. Chez les femmes, Agathe Guillemot termine 7e de sa course dominée par les très rapides éthiopiennes, mais l'essentiel est ailleurs pour la Bretonne. Elle fait tomber le record de France de Hind Deiba et son chrono de 4 minutes 05-67 qui datait de mars 2006. La coureuse de 24 ans explose ce record de plus d'une seconde, terminant en 4:04-64. Émue aux larmes en fin de course, elle explique que toutes les conditions étaient réunies pour que ce record tombe ce samedi soir à Liévin. On l'écoute. C'était clairement l'objectif de la saison, c'était de faire ce record-là, parce que pour moi il était atteignable plus que je faisais à l'entraînement, mais comme ce que je disais à votre confrère, c'est que le faire avoir les indicateurs à l'entraînement c'est bien, réussir à le faire dans un meeting c'est encore mieux. Et aujourd'hui je crois que le meeting de Liévin avait vraiment écrit la course pour moi, même s'il y avait des filles devant qui allaient bien plus vite. J'ai eu une lièvre, il y avait la Wave Life pour mon chrono, et finalement je pense que ce sont les ingrédients parfaits, c'est d'être concentré sur soi avec les bons outils, ça perf.
Les autres Français de la soirée ont également brillé. On en retiendra 2 sur 60 mètres haies. Chez les hommes, Juste Kouamate, 3e au dernier championnat d'Europe, se classe 2e de la finale dominée par Grant Holloway. Il bat par la même occasion ce record personnel, notamment grâce à un excellent départ. On retiendra également les performances de Laetitia Batté, de Benjamin Robert ou encore de Thibaut Collet, au saut à la perche, mais également une autre personne à mettre en lumière. Ryan Zezé, le frère de Michael, s'est montré sur 200 mètres, 2e derrière l'américain Knighton. Celui qui s'entraîne dans le Texas a des regrets, notamment celui de ne pas être allé chercher le record de France. Mais il s'est aussi fait des amis dans le nord de la France. On l'écoute. Franchement, en fait, ça m'a étonné de rentrer en France et de courir et qu'il y a autant de personnes qui me suivent et qui me supportent. Quand je suis dans la piste, on a crié Zézé, Zézé. J'ai dit, on parle de mon frère, pas de moi, en fait. Ouais, bah oui. Et du coup, en fait, ça m'a étonné. Et ça m'a vraiment surpris. Du coup, je suis obligé de voir tout le monde. Je ne pouvais pas quitter la piste comme ça sans faire un petit coup à tout le monde. Et franchement, ça m'a plu. Voilà, en tout cas, de quoi garder un excellent souvenir de son aventure nordiste. Merci Maxime pour ce moment nordiste. Donc tu étais samedi soir en direct de Liévin. Je vais pouvoir finir avec les 2-3 minutes qui restent, si vous voulez bien. Je me passe 2 jingles. Hein, on gagne du temps. On va gagner du temps pour les immanquables de ce Campus Sport Club. On commence avec du foot évidemment, puisque ce soir il y avait eu les 8e de finale aller de la Ligue des Champions et ça continue demain avec notamment le match du PSG contre la Real Sociedad à suivre à 21h sur Canal+. Et l'autre match de demain soir sera la Lazio de Rome face au Bayern Munich, 21h à suivre cette fois sur beIN Sport. On aura aussi d'autres matchs de Coupe d'Europe, puisque en plus de la C1, il y aura la C3 et la C4 jeudi, avec 4 clubs français en lice, tous en Ligue Europa. Marseille se rend à Hambourg jeudi soir donc pour y défier le Shakhtar Donetsk à 18h45 sur RMC Sport. Puis Lens, Rennes et Toulouse joueront eux leur rencontre à 21h. Les 100 et or lensois recevront les Allemands de Fribourg. Les Rennais se rendront en Italie pour y affronter le Milan AC et Toulouse ira jouer l'aller à Lisbonne contre Benfica. Il n'y a que eux puisque Lille en C4 a fini premier de son groupe et se dispense des 16e de finale puisqu'ils n'entreront en jeu qu'en 8e de finale. Donc, on saura un peu plus tard leurs adversaires. Pour ce qui est du biathlon, on en parlait juste avant, les championnats du monde se poursuivent, il y reste encore 6 épreuves. Jeudi aura lieu le relais mixte simple à 18h. Samedi auront lieu les 2 relais femmes et hommes à 13h45 et 16h30. Et dimanche, on finira en beauté avec la mass start féminine à 14h15 et la masculine à 16h30. Et demain, j'ai juste omis de parler de l'individuel homme demain à 17h20. Peut-être, petite chance de médaille. On peut espérer en tout cas d'ici là quand même pour nos hommes. C'est à suivre soit sur Eurosport, soit sur la chaîne L'équipe. Pour rugby aussi, suite du tournoi des 6 nations, si vous attendiez la 3e journée, eh bien il faudra patienter. Puisque tout simplement il n'y aura pas de 3e journée ce week-end, ce sera le week-end suivant, donc on va pouvoir regarder un peu de top 14 avec pour cette 15e journée quelques affiches retenues. Lyon accueille le Stade Rochelet samedi à 15h, l'UBB reçoit Pau à 17h sur Canal+ Sport, ou encore Castres accueillera Toulon à 21h05 ce sera sur Canal+. Et un petit mot basket pour finir cette émission avec déjà ce week-end le retour de la Leaders Cup, Mathis, la compétition qui réunit les meilleures équipes de Betclic Elite et les 2 mêmes meilleurs de cette édition, en tout cas pour la Pro B, sans Lille Métropole Basket, malheureusement éliminé par Chalon-Reims qui sera opposé en finale à Vichy. Petit prono là entre Chalon et Vichy, toi? Pardon, je voulais te ramener. Vichy assez largement, je pense. Largement. Ouais. Ok. Ouh là là. Ok. Et du côté de la première division, on aura cette fois donc en Betclic Elite les quarts de finale entre Bourg-en-Bresse, Nancy, Lasvel et Nanterre. Monaco affrontera Le Mans et Paris finira par affronter Saint-Quentin. Mais je devais quand même finir avec la petite touche basket. Parler de cette fois de l'autre côté de l'Atlantique avec le All-Star Game, le très attendu week-end en tout cas All-Star. De vendredi à dimanche, les plus grandes stars de la NBA joueront tous ensemble sur le parquet de la Bunkers Life Fieldhouse d'Indiana. C'est à suivre sur beIN Sport de vendredi à dimanche avec sur ces 48 heures là environ le Rising Stars Challenge avec le mélange des stars hollywoodiennes. Je sais jamais trop comment sont sélectionnées ces stars, peut-être que Mathis en saura plus. Pas beaucoup. Non. Les célèbres concours de dunk, de skills où dont devrait faire partie Victor Wembanyama
et de tir à 3 points et aussi un duel inédit entre les 2 meilleurs tireurs du continent américain, le duel entre Stephen Curry et la New-Yorkaise Sabrina Ionescu, les détenteurs des records de tir des concours à 3 points, hommes et femmes donc, qui se défieront. Toute cette fête se terminera sur le retour du duel des des meilleurs joueurs de la conférence Ouest contre ceux de la conférence Est. L'équipe Ouest étant emmenée par leur capitaine LeBron James et celle de la conférence Est par le grec Giannis Antetokounmpo. Et tout ça, ce sera ce match-là en tout cas à suivre à 20h dimanche donc sur beIN Sport. Voilà. Je vais en finir là quand même pour pas trop tricher. Ouais. J'en profite, écoute, une fois de temps en temps. Autant déborder un peu plus longtemps. Hein. Encore? Eh ben, on va jusqu'à minute. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, si on a dépassé un peu, ça peut être 1 minute 30, 2 minutes. Bon, voilà. Bon, écoutez. Merci en tout cas à vous deux pour l'émission de ce soir. Merci à celles et ceux qui nous écoutaient sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Le Campus Sport Club, je l'espère, revient la semaine prochaine pour une nouvelle heure d'émission. Et d'ici là, moi je vous dis, portez-vous bien et je vous laisse avec les musiques de la nuit. Bye bye tout le monde.